Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente Marion Droh-Mendelsweig, docteur en sciences sociales de la faculté des SSP. Elle est chercheuse associée libre à l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique et aussi professeure et chercheuse dans l'HS La Source. Elle est spécialisée dans l'approche anthropologique du rapport à la santé, des pratiques médicales et de la biomédecine dans une perspective socio-constructiviste. Le titre de sa présentation est « Regard anthropologique sur le vieillissement cérébral ». Bien, bonjour et merci aux organisateurs de cette doctorale d'avoir prêté attention à mon travail de thèse. Alors, je vais essayer dans ces 10 minutes, c'est un exercice assez compliqué qu'on nous demande de faire là, de vous expliquer en gros quelle est une entrée anthropologique, donc dans une perspective anthropologique, un examen de questions qui portent sur un phénomène de société et non pas seulement médical, à savoir le vieillissement cérébral. Dans le langage courant, nous voyons comment pénètre très fortement une dichotomie, une façon d'organiser le regard sur ce que c'est cet allongement inédit dans l'histoire de l'humanité, de l'espérance de vie, donc le très grand vieillissement, une tentative de mettre les choses en place, d'organiser ce qui se passe sur des longues durées en opposant un vieillissement qu'on intitule normal, ce que je mets évidemment entre guillemets, qui serait opposé d'une façon catégorique, tranchée, binaire par rapport à un vieillissement pathologique. Alors, la question que je pose, c'est où se situe la ligne qui fait que nous basculerons d'un type de vieillissement à un autre vieillissement. Et la question proprement anthropologique que j'adresse à ce phénomène qui nous habite tous d'une façon ou d'une autre, c'est de savoir pourquoi cette question occupe tellement, justement, du monde et mobilise tellement d'efforts. Et je prétends, c'est là mon postulat, que chercher une ligne de démarcation entre ces deux façons d'expérimenter le vieillissement, c'est un phénomène proprement culturel et c'est à celui-ci que je m'intéresse. Alors, dans le vieillissement cérébral, pour faire vraiment très très simple, il y a des phénomènes régressifs qui sont répertoriés, qui sont observés, qui sont usuels, qui accompagnent de façon tout à fait usuelle le processus de vieillissement de la personne, notamment la diminution de la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, mais c'est bien un de ces concepts très centraux dans les neurosciences contemporaines, donc la façon d'observer le cerveau et sa manière de produire de l'intelligence et de la pensée. Donc cette plasticité aurait tendance à diminuer avec le vieillissement et les personnes développeraient des méthodes de compensation qui sont des formes d'adaptation donc à la diminution de leur capacité. Et d'une façon assez dichotomique, on aurait donc par rapport à ça des phénomènes proprement pathologiques qui se manifesteraient par la désorganisation du rapport, on peut dire, entre le psychisme et l'environnement, donc des troubles, effectivement, évidents de la personne, avec toujours une plasticité cérébrale, elle existe toujours, hein, les mécanismes cérébraux sont toujours actifs, mais c'est ce que moi j'ai nommé dans la thèse une plasticité chaotique, dans le sens qu'elle ne produit pas de la cohérence. Et un autre phénomène qui est observé, c'est la mort neuronale massive. Vous avez certainement tous vu ces images donc de ces cerveaux atrophiés par la maladie, images très
qui agissent très fortement sur notre imaginaire de ce que c'est qu'une maladie d'Alzheimer. Donc deux façons assez opposées de type de vieillissement cérébral. Le problème, c'est que voilà, eh bien, ces deux méthodes, ces deux formes de vieillissement ne sont pas aussi tranchées l'une que l'autre, et toujours cette grosse question, cette question fondamentale, où passerait une ligne de partage. Alors, parce que la difficulté est que les phénomènes neurodégénératifs sont très difficiles à quantifier. D'une part, il n'y a pas de barrière neuronale quantitative absolue qu'on puisse dire, mesurer dans le cerveau d'une personne, bien entendu, personne vivante, j'entends, même sur des tranches de cerveau apprêtées spécialement pour être observées sous microscope. Il est extrêmement compliqué et difficile à établir une méthode de quantification. Mais alors, qu'en est-il dans un cerveau qui se trouve encore dans la boîte crânienne de son possesseur? Donc, pas moyen de dire, à partir de telle quantité de mort neuronale, que vous savez que nous expérimentons tous ici dans la salle, nous sommes à un âge où nous expérimentons déjà de la mort neuronale. Donc, pas possible de dire, voilà, là, nous basculons dans le pathologique. Il y a aussi la question des marqueurs biochimiques qu'on recherche. La biochimie cherche à définir où se trouve ce facteur qui déclencherait de la pathologie, donc qui crée des lésions dans le cerveau. Il y a deux gros facteurs biochimiques qui sont identifiés, je vous en parlerai un peu plus tard. Le problème est que ces facteurs-là, ceux que vous voyez qui sont notés ici entre parenthèses, eh bien, ils sont observés également dans des cerveaux de personnes âgées, mais sans phénomène démentiel, comme chez des personnes qui ont des phénomènes démentiels. Donc, ils sont des facteurs, des corrélations fortes de maladies, mais ils ne sont pas des facteurs exclusifs. Et comme je vous disais, il y a de la plasticité synaptique, donc il y a de l'activité cérébrale chez toute personne, également une personne qui est sous l'effet de troubles démentiels, il y a une permanence de l'activité cérébrale. Donc, de nouveau, un problème qui est fondamental pour la médecine du vieillissement cérebral, c'est que, de fait, nous sommes probablement plus dans un phénomène de continuum entre dans les différentes phases, enfin, dans un processus lent, justement pas découpé en phases, un processus lent de vieillissement, au cours duquel il se pourrait qu'il y ait un virage qualitatif, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre le doigt sur où se situe ce moment, et puis surtout, on ne peut même pas l'anticiper, donc on ne peut pas prévenir. S'il n'y a pas d'anticipation, on ne peut pas prévenir. Alors, ce qui m'amène à dire que le vieillissement que l'on tenterait de catégoriser sous ces différentes possibilités, et j'ai mis les typologies aussi dans leur appellation anglaise parce que c'est bien fortement des États-Unis que nous viennent les façons de catégoriser, d'essayer de qualifier ces différentes formes de vieillissement, eh bien, il y en a une seule pour laquelle on peut effectivement ne pas avoir de doute sur sa caractéristique, c'est la dernière, la pathologique. Une fois que la personne est effectivement atteinte et que c'est visible et sensible dans ses comportements, on peut dire sans nul doute que c'est bien une situation pathologique. Quant aux trois précédentes, pour moi, il n'y a pas de véritables marqueurs objectivables, mesurables, qui permettraient de situer où se trouvent les personnes. Et donc, ça a un autre effet, c'est que ça continue à habiter la volonté de catégoriser, ranger, organiser pour encore mieux dire ce qu'il en est des personnes. Alors, en quoi ça c'est important pour moi, c'est que justement la volonté de rationaliser le vieillissement
elle est, à mon sens, une façon de vouloir, se représenter la réalité. Et c'est ces schémas de représentation qui sont l'objet d'observation de l'anthropologie, car la façon dont le système de représentation se constitue s'exprime dans la réalité. C'est bien ça qui constitue la réalité et donne forme aux représentations sous une forme matérialisée, notamment dans des entreprises scientifiques et médicales. Donc, vouloir penser une différence entre ce qui serait un vieillissement sain, réussi, par rapport à un vieillissement pathologique, devient un objectif social, et du coup, il produit de différentes entreprises, différentes activités, notamment la science et la médecine se mettent en œuvre là-dedans. Donc, elles sont le produit de la société, et c'est là qui est la perspective qui n'est pas propre à ma thèse, c'est tout un champ de l'anthropologie des sciences et de la santé, de dire bien que la science et la médecine sont les produits de la société et non pas considérer qu'il y aurait une science qui se constitue dans un vase clos en laboratoire et qui viendrait produire une vérité qui serait ensuite transmissible, applicable sur des sujets humains qui deviendraient, qu'on reconnaîtrait grâce à la science comme malades. Mais c'est donc bien l'inversement de la perspective. Donc c'est là que penser la différence est pour moi le moteur qui nous produit une maladie et constitue ensuite des personnes en malades. Donc amener une distinction dans ce que nous expérimentons, ça devient une nécessité sociale et donc elle est aussi culturellement habitée, constituée et elle produit des effets qui s'expriment notamment, enfin c'est là-dessus qu'a porté mon étude, l'objectif scientifique et médical d'apporter des éléments solides qui permettraient de départager personnes simples, vieux, je dirais, de vieux mais malades. Alors, dans cette gestation silencieuse, comme certains ont appelé, cette lente dégradation des facultés cognitives, ce qui se passe, et c'est là que j'en viens maintenant à la clinique des troubles démentiels, qui a été donc une autre partie. J'ai quitté le laboratoire pour passer à voir ce qui se passe dans la clinique. Et il y a donc, sous l'effet de cette volonté de distinguer les différentes manières de vieillir, il y a de la constitution, comme je dis, de personnes en personnes malades. Malades, mais de quelle manière? Donc il y a vraiment toujours ce flou dans le basculement et qui n'a pas été éclairci, qui fait qu'une quantité non négligeable de personnes vont porter ce diagnostic que je vous mets entre parenthèses, MCI, qui sont des personnes, en gros je ne vais pas rentrer dans les détails de ce diagnostic, mais ce seraient des personnes qui sont susceptibles d'être porteuses de la maladie. On n'a pas de preuve qu'elles le sont, mais on les convoque pour des tests neuropsychologiques à plusieurs mois d'intervalle afin de vérifier s'il y a dégénérescence. Donc elles sont susceptibles d'être porteuses. Alors, on va les inviter à un suivi régulier pour déterminer s'il y a dégénérescence et par ailleurs, les moyens de prévention sont très faibles, voire nuls, et il n'y a pas de moyens curatifs. Donc, voilà ce que constitue un effet proprement social de cette manière d'agir. Alors, il me reste que 2 minutes, donc je vais essayer assez rapidement vous montrer comment ça se passerait. S'il y avait dans un processus idéal, lorsqu'on veut définir une maladie, on identifie des symptômes pathologiques que l'on va, sur laquelle on va définir l'étiologie. Qu'est-ce qui produit ces symptômes? On va remonter donc du symptôme clinique observé vers une identification biologique pour pouvoir développer la parade pharmacologique. Que s'est-il passé dans le cas de les troubles démentiels que nous appelons sous l'intitulé de maladie d'Alzheimer?
Nous avons depuis un siècle le cas de Madame Auguste D., qui était une patiente observée par le docteur Alois Alzheimer, sur laquelle, observation clinique, il diagnostique une démence qu'il appelle présénile, due au processus dégénératif très rapide de cette patiente. Suite au décès de Madame Auguste D., le docteur Alzheimer obtient son cerveau, il fait une analyse anatomo-pathologique et il identifie deux gros facteurs, la nécrose des tissus et ce qu'il a intitulé les plaques séniles, comme étant les témoins de ce qui aurait été la cause de cette sénilité précoce de Madame Auguste D. Et sur la base de ces deux constats, donc à la fois un constat clinique, un constat de laboratoire, il arrive à la définition de ce qui sera ensuite intitulé maladie d'Alzheimer. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien rien, pas grand-chose en tout cas, pendant un bon demi-siècle, jusqu'à ce que, au début des années, dans le courant des années 60, si là vienne le développement d'une recherche avec des moyens conséquents qui lui sont alloués pour s'intéresser à ces phénomènes qui avaient été assez négligés donc, pendant un bon demi-siècle. La raison essentielle qui motive et qui justifie, qui légitime l'accord de moyens pour la recherche sur ce phénomène, c'est évidemment allongement de l'espérance de vie qui, lui, modifie alors largement, c'est-à-dire que des personnes avec troubles démentiels deviennent beaucoup plus omniprésentes dans l'espace social. Et donc, de là, se développe une recherche en neurobiologie qui amène à se dire, mais en fait, il n'y a pas de pertinence à faire la distinction qui avait été faite par le docteur Alzheimer entre démence présénile et démence sénile, car du point de vue biochimique de ces facteurs qui avaient été identifiés, eh bien, il n'y a pas de distinction. Et ce sont les mêmes, on retrouve les mêmes éléments dans un cerveau atrophié d'une personne à 51 ans, qui aurait eu des troubles démentiels à 51 ans ou à 80 ans passés. Et donc, il y a là, se met en place des retours vers la clinique pour regarder, chercher à voir ce qui se passe, qu'est-ce qui permettrait de mieux anticiper de nouveau pour développer des traitements. Nous sommes passés à l'ère de la biologie moléculaire. Les plaques séniles d'Alois Alzheimer sont maintenant intitulées sous leur intitulé de protéiniques, leur composante protéinique dominante. On trouve aussi la nécrose des tissus, prend un autre nom. D'accord, mais de nouveau, nous n'avons pas beaucoup évolué du point de vue, de nouveau, de l'étiologie de la maladie par rapport à ce qui se faisait au tout début du XXe siècle. Parce que, de nouveau, grand problème, ce n'est pas exclusif, comme je vous disais, on retrouve ces mêmes éléments pathologiques dans des cerveaux de personnes très âgées. Donc on pourrait croire qu'à un âge très avancé, toute personne potentiellement pourrait développer ces phénomènes qui sont intitulés sous le nom d'Alzheimer, qui lui, je vous rappelle, l'avait attribué à une personne qui avait 51 ans au moment de son diagnostic. Eh bien, face à cette impasse de la médecine biomédicale, que se passe-t-il? Eh bien, c'est la clinique qui prend le relais, avec le développement alors proprement d'une clinique de la démence, un réservoir de patients gigantesque, vous pouviez bien l'imaginer, parce que plus nous avançons en âge, plus nous avons le potentiel de développer des troubles de la cognition. Et alors une grosse batterie de moyens pour essayer de standardiser les tests d'une part, mais aussi arriver à définir des diagnostics qui permettraient de situer une phase prédémentielle d'une phase de démence débutante et démence avancée.
Et alors, ce qui est surtout le gros soutien qui se développe là-dedans, parce que qu'est-ce qui se passe avec les malades finalement, et puis toutes les drames qui se nouent autour d'une telle maladie, eh bien, c'est les structures de soutien non médicalisées qui deviennent les éléments véritablement de soutien dans ce contexte-là. Alors, voilà comment, dans le cadre de cette médecine qui apporte des remèdes très déficients, on constitue néanmoins la réalité de la maladie Alzheimer. Tout mon propos jusque-là était de voir que les bases biomédicales pour l'affirmation de la réalité de cette maladie sont pour le moins bancale. Il n'empêche que la maladie d'Alzheimer a une réalité sociale et c'est celle-ci qui m'intéresse. Et là, bon, c'est issu d'une consultation entre un médecin et un patient. Alors vous voyez comment la réalité dans cet extrait montre que la réalité de l'un est confrontée à la réalité de l'autre et ne sont pas toujours ne coïncident pas toujours. Et par contre, ce qui se passe, ce qui est sûr, c'est que un diagnostic de trouble, poser un diagnostic pareil, va forcément devoir faire un travail de nouage entre ces différentes réalités, et ce travail de nouage va avoir des effets. Car il y a, alors ça sans nul doute, le pouvoir médical est réel dans notre société, c'est un acteur social important, et il a cette capacité, grâce à la légitimité de son discours et de sa manière de procéder, de constituer en maladie ce qui, par le sens commun, est considéré comme quelque chose de normal. Ce que beaucoup de patients que j'ai observés qui viennent faire une évaluation de leur capacité mnésique disent « je suis juste vieux, mais je me débrouille bien ». Mais par rapport, c'est une fois qu'ils sont confrontés, qu'ils sont mis en situation ils sont soumis à des tests, ils ont une autre image d'eux qui se dégage. Donc le diagnostic en tant que parole légitime d'un corps médical a deux effets. Il a l'effet d'organiser déjà, donc, comme je vous disais, il y a une standardisation pour arriver à mettre du sens sur quelque chose qui autrement se dilue dans le long déclin jusqu'à la mort. Et puis il y a l'effet d'appropriation par la personne qui reçoit un tel diagnostic, qui s'auto-identifie à un malade, non pas juste je suis plus juste une vieille personne, mais je suis une vieille personne malade, et par ricochet évidemment ça a des effets sur l'entourage. Alors, moi, je vais juste, pour conclure, montrer comment tout ceci, cette anthropologie du vieillissement, s'inscrit dans un climat social, et c'est pas juste propre à la particularité des troubles démentiels, c'est que nous sommes dans une culture qui cultive l'anti-vieillissement, c'est-à-dire qui fait du vieillissement une tare sociale à éradiquer. Et on peut le voir par le biais d'ouvrages qui sont scientifiques, comme l'image le présente. Donc c'est sérieux, ça se passe en laboratoire, c'est mesuré, donc on est comme si lorsque c'est mesuré, c'est du réel, du solide, du dur. Alors voici un autre exemple. Donc cette littérature est abondante, elle se renouvelle, il y a des éditions très rapprochées. Encore une où vous voyez en sous-titre « Mythes et chants », c'est bien que nous avons la médecine anti-âge le dit elle-même, il y a beaucoup évocation de quelque chose qui est de l'ordre du mythe, qui est, lui, celui de la fontaine de jouvence. Ça a été de tout temps, ça a existé, qu'on a voulu essayer de ne pas être soumis à la
au diktat de l'horloge que l'on voit ici, stopping the clock, n'est-ce pas, arrêter cette horloge. Cette hantise, eh bien, elle n'est pas propre de nos jours, mais de nos jours, elle est fortement, elle nous est assénée très fortement. Puis là, je vous montre un petit peu aussi, c'est pas à dessein que j'ai choisi cet ouvrage-là, car nous le retrouvons, et je voyais comment je fais le pont entre cette soi-disant révolution de l'anti-âge vers il vous suffit de consacrer 10 minutes et vous arriverez à l'arrêter, cette horloge de cet avancement. C'est comme si c'était dans notre volonté, c'était à la volonté de chaque individu de pouvoir faire quelque chose là-dessus. Et puis alors, le glissement, il est aisé aussi avaler un médicament, à travailler sur son organisme par le biais d'une gymnastique ou bien par le biais des cosmétiques comme ce dernier ouvrage. Et encore quand même un élément sur lequel j'attire l'attention, comme par hasard, lorsqu'il s'agit de parler de prise en main de son corps, eh bien là ce sont des images de femmes qui apparaissent, comme si les femmes étaient encore plus que les hommes soumises au vieillissement et étaient encore plus, à qui il est encore plus demandé de faire d'efforts pour y résister. Alors maintenant, voilà le cerveau. Il fait bien partie de cet élément. C'est tout ça qui ne devrait pas vieillir, comme si on devait mourir jeune finalement. Et puis, il suffirait aussi de faire une gymnastique du cerveau comme on peut faire une gymnastique de ses muscles. Donc en fait, on entraîne le cerveau comme un muscle, selon ce discours-là. Voilà, l'alimentation, bien entendu, fait partie, et c'est bien une Bible, hein, là, voilà, la Bible moderne, c'est là qu'elle se situe, elle n'est plus dans les évangiles tellement pour la grande masse du public. Et puis, ce n'est pas une blague, c'est pas caricatural, mais c'est bien que notre sphère sociale, elle s'élargit pour introduire également les animaux de compagnie là-dedans, qui eux aussi ont cette importance de ne pas devoir vieillir. Alors voilà, c'était ce climat à travers vraiment de cette façon très simplifiée, bien entendu. Je voulais montrer où se situait le contexte socioculturel de la recherche que j'ai menée et qui m'amène à cette conclusion qu'il y a effectivement un hiatus gigantesque qui nous habite à cause de ces paradoxes que je vous ai évoqués, entre le fait qu'il y ait une maladie qui est omniprésente dans l'imaginaire collectif et qui est corrélée évidemment fortement au vieillissement, et la faiblesse de développement thérapeutique pour contrer cette maladie, et que dans ce hiatus, dans ces divergences, eh bien, s'installent et se nourrissent mutuellement cette peur, ce climat de peur face au vieillissement. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Mendelsweig. Y a-t-il une petite question parce qu'on a dépassé un peu le temps? Monsieur Morillon, vous avez une question? Ah, voilà le micro. Juste une question extrêmement courte. Vous répondez par oui ou par non, puis on peut en parler dehors. J'imagine que si vous discutez avec un pathologue qui aime la philatélie de ce qui se passe dans le cerveau, vous risquez d'avoir quelques confrontations parce que lui, il aime décrire les choses et les mettre en relation. Et puis vous nous dites, non, c'est un continuum en définitive normal, puis on ne sait pas où est le normal ou le pas normal. Je voulais vous poser la question suivante comme anthropologue. Est-ce que vous travaillez avec des cohortes comme Kohlhaas, par exemple, qui sont purement descriptives, qui prennent une personne, idéalement depuis la naissance jusqu'à la mort, et puis qui regardent comment se comporte un tel versus un tel. Vous me dites juste oui ou non, puis on en parle après. Parce que ça Alors c'est non, parce qu'on n'a pas l'occasion d'avoir de telles cohortes longitudinales. D'accord, merci. Okay, merci beaucoup.